je vais démarrer mon intro en parlant d'IA générative, mais c'est vrai que ChatGPT et tous les différents modèles d'IA générative ont les apparences de la simplicité. C'est sans doute l'une des raisons du chatbot développé par OpenAI, hein, on le sait, mais cette simplicité, on ne peut pas en dire autant de notre relation à l'outil de l'IA générative. On va y retrouver des émotions aussi complexes que la fierté, la culpabilité ou le sentiment d'imposture. C'est vrai que si j'avais utilisé ChatGPT pour produire tout le conducteur de la journée, je l'aurais peut-être pas, j'en aurais peut-être pas été fier ou je m'en serais peut-être senti diminué dans mon expertise, dans mon savoir. Et c'est vrai que à travers vos deux champs de recherche, à travers vos deux études, on voit que ces sentiments parfois contradictoires peuvent se retrouver au sein des mêmes individus qui utilisent ChatGPT. Et c'est des individus qui peuvent être par ailleurs très satisfaits des services rendus par l'IA. Donc on voit à quel point on se retrouve devant un maelstrom d'émotions complexes et contradictoires. Et au sommet des populations converties, on a les étudiants. 86% d'entre eux utilisent l'IA, dont plus de la moitié au moins une fois par semaine. Et ça, c'est les statistiques officielles, hein. Un jeune, une solution.gouv.fr. Et il est très probable que ce chiffre, qui date déjà de août 2024, ait encore progressé. Le monde de l'entreprise, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, évolue, lui, une division en dessous. On évoquait le fait qu'à peu près 35% des cadres utilisent l'IA, mais ramené à la population de tous les salariés, on est plutôt entre 1 et 2 salariés sur 10. Alors, les conditions entre ces deux populations sont très différentes, mais le problème reste le même, en tout cas dans vos deux cas, c'est comment favoriser une utilisation saine, pérenne et éthique de l'IA pour ces deux populations. Alors, le résultat de vos travaux, Yousra, pointe le dilemme qui déchire certains élèves et peut-être même certains professeurs, qui sait, hein, parce que l'an dernier, lors du sommet de l'IA, on avait parlé des élèves, mais aussi des experts qui se retrouvaient parfois démunis face à l'assurance de l'IA. Et avec vous, Sonia, on va peut-être moins explorer le champ de la culpabilité, mais on va explorer celui des freins, des obstacles. Et je vous propose de nous attarder sur les leviers, les leviers à disposition des patrons et des DRH pour améliorer l'utilisation de l'IA par les employés. Yousra, je veux bien démarrer avec vous. Pour réviser, pour les aider dans leurs devoirs ou les faire à leur place carrément, les étudiants ont rapidement saisi l'intérêt de ChatGPT. C'était sans doute même les premiers parmi les utilisateurs. Comment est-ce que vous avez analysé la complexité de leur rapport face à ce nouvel allié et aussi leur satisfaction à l'usage? C'est assez complexe quand même à mesurer la satisfaction. Oui, tout d'abord, merci Romain, merci à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Donc, du coup, avant même de parler de satisfaction et tout, donc tu as parlé de certains chiffres. Donc, tu as mentionné un chiffre de 86% et tu as dit que peut-être ce chiffre va augmenter. Et donc, je te rassure bien, ce chiffre a bien augmenté. J'ai récemment, donc je suis à l'affût de plus d'études qui porte sur l'usage de l'IA par les étudiants. Et donc, une toute récente étude menée au printemps 2025 atteste que maintenant, ils sont de l'ordre de 92% à utiliser l'IA. Donc, on est toujours sur cette tendance haussière de l'utilisation de l'IA par les étudiants qui ont parfaitement saisi comment utiliser l'outil. Et donc là, du coup, récemment, on a mené une étude d'envergure, une enquête par questionnaire auprès d'un panel d'échantillons d'étudiants d'écoles de commerce, pour mieux comprendre l'utilisation de l'outil. Et avant de parler de la satisfaction, il y a un petit cheminement à savoir. Donc, dans notre étude, on a pris en considération trois concepts principaux, à savoir la distance psychologique, c'est-à-dire la proximité, la clarté ou l'abstraction que les étudiants peuvent avoir à l'égard de l'outil. Donc, un deuxième concept qui est l'expérience d'apprentissage par le biais de l'IA. Et donc, on reste sur l'IA générative quand je parle par rapport aux étudiants. Donc, leur expérience, c'est-à-dire les bénéfices qu'ils peuvent en tirer de l'usage de l'IA. Et on a listé une série de bénéfices ou bien de valeurs.
des bénéfices d'ordre fonctionnel, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités que peut proposer l'outil de l'IA générative. Donc les bénéfices épistémiques, donc c'est-à-dire liés au gain de connaissances que peut procurer l'outil. Donc des bénéfices aussi émotionnels. Donc on a senti qu'il y a certaines sensations qui peuvent se déployer lors de l'utilisation de l'IA. C'est lié au gain de temps, au fait de se dire je vais pouvoir jouer un peu plus à la console? Non, c'est une certaine excitation, c'est une certaine joie liée à l'utilisation de l'outil. Donc aussi, on a pris en considération les bénéfices qu'on a qualifiés de conditionnels, c'est-à-dire la capacité de l'outil à s'adapter aux besoins de l'étudiant. Les bénéfices sociaux aussi, on a constaté que les relations entre les pairs pouvaient être affectées par le biais de l'utilisation de l'IA. Et pour finir, les bénéfices en termes d'image, donc l'image que l'étudiant a de soi-même et l'image aussi rattachée à l'institution dans laquelle opère l'étudiant, et une institution qui facilite l'intégration des outils IA a tendance d'être mieux vue par les étudiants. Oui, être étudiant et ne pas utiliser l'IA aujourd'hui, c'est limite ressenti, tu n'as pas compris ce qui se passe, quoi. Oui, donc si une entreprise, du coup, si un établissement, si une école de commerce n'encourage pas ses étudiants à utiliser l'IA, c'est en quelque sorte du non-sens de nos jours. Et donc, du coup, ce que nous, on a constaté par le biais de cette étude, c'est que plus cette distance psychologique est réduite, plus l'expérience qu'a l'étudiant par le biais de l'outil va être augmentée et améliorée. Donc, concrètement parlant, plus les étudiants vont se sentir proches de l'outil, plus ils vont percevoir plus de bénéfices fonctionnels par rapport aux différentes fonctionnalités de l'outil. Plus ils vont percevoir aussi des bénéfices épistémiques en termes, ils vont penser que l'outil va susciter leur curiosité, va augmenter leurs connaissances. Donc plus également, ça va augmenter aussi les aspects sociaux. Donc ceux qui utilisent l'IA, les étudiants qui utilisent l'IA, on a retrouvé que les relations interpersonnelles et de groupe ont tendance à s'améliorer. Et aussi les aspects émotionnels, les bénéfices émotionnels dont on a parlé. Donc, en termes d'image, on a une certaine image de soi qui est renforcée et aussi une image, surtout de l'institution qui encourage les étudiants à l'utiliser. Donc, ça aussi, c'est en quelque sorte valorisé. Plus la distance est réduite, plus ce bénéfice d'image est accru. On a des institutions qui encouragent l'utilisation des IA génératives pour réviser, pour éventuellement produire de la connaissance, tester des choses. En revanche, on a aussi aujourd'hui des institutions qui sont en train de faire machine arrière et qui reviennent au devoir sur table, ce genre de choses. Vous avez le droit de vous exprimer aussi, Sonia. Oui, donc tu es prof comme moi, évidemment. Non, tu as un regard également. Alors, dans la continuité, parce que aussi je continue aussi, j'ai entamé un travail de recherche aussi sur les étudiants. Et c'est pareil, on ne va pas réexpliquer les déterminants de l'implication et la satisfaction des étudiants en termes d'implication dans l'IA et en termes de leurs études et satisfaction vis-à-vis de la formation en général. Mais par contre, pour rebondir sur, on va dire, l'opposition maintenant qui est un tout petit peu généralisée entre l'écrit et l'utilisation de l'IA. En fait, aujourd'hui, nous, en tant que professeurs, en tant que formateurs, accompagnateurs, donc on accompagne les étudiants, on est sur une perspective de complémentarité, c'est-à-dire que oui, on est pour l'IA, mais en même temps, aujourd'hui, on n'a pas encore les ressources nécessaires pour contrôler cette utilisation. Donc, on a besoin de les mettre sous, on va dire, le projecteur à travers l'utilisation manuelle, c'est-à-dire le papier et le stylo, évidemment, pour savoir à quel point et pour qu'on ait la confirmation par rapport à cette utilisation. Voilà. Donc aujourd'hui, on est face à des problématiques qui vont bien évidemment
encadrer cette utilisation. On essaye de l'encadrer aujourd'hui par nos propres compétences, par nos propres connaissances et par notre propre expérience, pour ne pas dire expertise. Voilà. Donc oui, c'est vrai que j'ai ajouté cette question en plus, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément présente dans votre étude, mais c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui l'IA chez les étudiants et le fait qu'on avait aujourd'hui les ventes de cahiers bleus qui avaient explosé aux États-Unis avec les universités qui disent allez hop, tout le monde sort sa copie et tout le monde devant sa table. J'en profitais un petit peu. Mais pardon, Yousra. Du coup, juste parce que j'ai pas parlé de satisfaction, juste pour rebondir. Donc du coup, toutes ces valeurs de l'expérience, ne vont pas avoir le même impact sur la satisfaction. Et du coup, ce qui éventuellement nous a interpellés, c'est que la valeur fonctionnelle qui est liée aux différentes fonctionnalités de l'outil n'a pas d'impact sur la satisfaction. Au contraire, d'autres valeurs comme la valeur épistémique ou bien la valeur conditionnelle, mais la valeur fonctionnelle, comme j'ai dit, liée aux différentes fonctionnalités de l'outil, n'a pas d'impact sur la satisfaction. Et comment aussi on a pu expliquer ça? Quand on dit les bénéfices fonctionnels, c'est-à-dire toute la quantité d'informations que l'étudiant peut avoir par le biais de l'IA, et l'étudiant va se trouver comme dans une surcharge informationnelle. Donc c'est ce qu'on a qualifié d'information overload. Et donc du coup, l'étudiant ne sait plus comment faire le tri, comment sélectionner la bonne information, quelle est l'information pertinente. Et du coup, ceci est en quelque sorte lié à une sorte de dissonance cognitive. Donc certes, ils perçoivent des bénéfices fonctionnels immédiats, mais ces bénéfices n'ont pas d'impact sur la satisfaction. Et cette, du coup, dissonance peut être liée à un sentiment que nous avons pu détecter lors d'entretiens en profondeur avec un certain nombre d'étudiants. Donc, avant de mener l'enquête, on a fait des entretiens préalables avec un certain nombre d'étudiants. Et le sentiment de culpabilité dont tu as parlé tout à l'heure, il a fortement émergé. Et donc, du coup, cette ambivalence dans les sentiments, dans l'impact sur leur satisfaction, peut être forcément liée à ce sentiment de guilt ou bien de culpabilité. Ça y a une dissociation entre le côté extrêmement pratique, quasi magique de l'IA qui produit du contenu de façon extrêmement rapide et peut libérer du temps ou permet éventuellement d'augmenter la qualité de sa copie. Et en même temps, ça renvoie à l'étudiant à sa propre compétence vis-à-vis d'une machine qui n'existait pas il y a à peine 2 ans. Donc il y a des sentiments très ambivalents qui ont émergé. Donc comme j'ai dit, les étudiants qui vont se sentir coupables d'utiliser l'outil. Donc, on va voir que du coup, les bénéfices fonctionnels et voire les bénéfices émotionnels ne vont pas avoir d'impact du coup sur leur satisfaction. Et même, on va sentir que ces bénéfices, qu'ils soient fonctionnels ou émotionnels, dégringoler. Donc, dans le sens où l'étudiant va se demander est-ce que ce que je fais est légitime ou pas? Est-ce que les informations sont bonnes ou pas? Est-ce que je suis en erreur ou pas? Est-ce que le fait d'utiliser l'outil, est-ce que ça va en quelque sorte altérer ma créativité, mon efficacité? Et tout ça peut en quelque sorte conduire à ce que nous on a qualifié d'anxiété académique. Donc l'aspect émotionnel, on devient carrément anxieux. Mais cette anxiété et cette culpabilité, certes, ne conduit pas à la satisfaction, mais ne va pas les empêcher de l'utiliser. Donc cette ambivalence est très présente sur les étudiants qui sont en quelque sorte très opportunistes aussi. À court terme. Pour le court terme, mais pas pour le long terme. Ils cherchent là pas la satisfaction à long terme, mais la satisfaction immédiate de pouvoir faire le devoir et avoir une bonne note, ce qui n'est pas toujours le cas quand on utilise l'IA. Oui, je rappelle que vous notez, donc vous avez tous ces éléments en tête au moment où vous relisez les copies. Sonia, c'est vrai que votre étude, vous avez différentes études, vous en avez une en cours sur les étudiants, là vous en avez publié une sur les salariés, vous êtes penché sur 300 employés qui sont des utilisateurs actifs et réguliers de l'IA. Je pense que cette notion de régularité et cette fidélité en quelque sorte à l'IA est assez importante. Quels facteurs, alors c'est des employés américains,
je pense qu'il faudra le préciser, peut-être que vous nous expliquerez pourquoi. Quels facteurs ont facilité leur connexion et contribué à installer cette notion de régularité dans l'usage et un usage relativement serein d'une IA générative, et en l'occurrence ChatGPT? Merci Romain. Alors déjà, on va clarifier notre variable dépendante que depuis tout à l'heure, tu appelles régularité, utilisation active, etc. En fait, il y a 3 dimensions, ce qu'on appelle l'intensité d'usage. Donc, il y a le mot intense, voilà. Ce qui est un concept tridimensionnel, c'est-à-dire, dans sa définition, c'est-à-dire qu'il va englober l'utilisation active et d'une manière continue. Okay, donc l'activité, c'est en termes de fréquence, et matière continue, c'est-à-dire donc c'est l'adaptation à toutes les utilisations, que ce soit, voilà, je dis n'importe quoi, pour une mission du matin ou une mission du soir. Voilà. Donc cette intensité d'usage, en fait, elle va dépendre de 3 facteurs. Il y a les facteurs technologiques qui sont liés purement à la compétence de l'IA, ce qu'elle peut apporter en termes technologiques. Donc, ce sont des perceptions aussi. Enfin, on travaille que sur des perceptions. Le deuxième, c'est l'organisation. Les facteurs organisationnels, c'est-à-dire la capacité à l'organisation, encore l'institution, à déployer l'IA. Donc, évidemment, on va parler d'efficacité, de ressources aussi, qui sont allouées. Et le troisième, c'est l'environnement, donc qui va intégrer l'influence sociale, donc du cercle social, de l'environnement, donc des personnes qui entourent l'utilisateur en question, mais aussi l'État, les régulations qui sont mises en vigueur. Alors, pourquoi maintenant le marché américain ? Évidemment, il y a eu des va-et-vient, ce n'était pas l'unique donnée qui ont été collectées. Mais, tout compte fait, le marché américain, par les études, est le marché qui est considéré, je dis bien, qui est considéré le plus mature en termes d'utilisation d'IA et en termes de déploiement de l'IA au sein des entreprises. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé afin d'éviter les différences qui peuvent être significatives en termes de disparité d'utilisation ou encore d'expérience en matière d'IA. Donc ça, c'est par rapport au marché américain. Donc l'enjeu, c'était de montrer quels sont les facteurs des 3, technologiques, organisationnels ou environnementaux, auraient le plus d'influence et impactent le plus d'influence sans poser une hiérarchie. Maintenant, on va évidemment faire évoluer le modèle et on va creuser la notion hiérarchique, qui est le plus important par rapport à d'autres. Par contre, pour l'instant, cette étude-là, et je tiens aussi à dire qu'elle a obtenu le prix numéro 1 de la conférence internationale en transformation digitale et management. Donc, on était très, très fiers. Ces papiers, ce n'est pas juste communication, c'est papier plus communication. Et après, un autre papier, une autre version a été soumise. Oui, on est fiers de ça. Alors, donc... on est fiers. Oui, non, mais jamais coupable. On a travaillé pour, voilà, et évidemment, ça ne peut qu'apporter satisfaction. Alors, ce qui en est sorti, c'est que tous ces facteurs-là ont un impact, mais différent, évidemment. Et il y a certains facteurs qui ont été, parce que vous savez, dans la recherche, pour concevoir un modèle, on doit partir de concepts ou encore de théories. Donc, les 3 dimensions, ce sont des dimensions théoriques sur lesquelles on a travaillé pour appliquer ce modèle-là en termes de IA générative. Donc, évidemment, ces modèles-là peuvent intégrer des concepts et des sous-dimensions qui ont été développés pour d'autres contextes. Les chatbots. Les chatbots, on sait, c'est l'incarnation d'un humain voilà, qui va être mis en relation. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les IA génératives, sachant que notre contexte, c'est l'IA générative. Donc, il y a par exemple ce concept qui s'appelle Perceived Warmth,
la chaleur, la bienveillance, si on veut avoir une bonne traduction. Eh bien, ce concept-là, il n'est pas vérifié. C'est-à-dire que le résultat n'était pas significatif. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'IA générative, elle n'est pas considérée comme étant un outil qui va permettre une interaction humaine, contrairement au chatbot ou encore à tous ces agents virtuels. Donc, il y a ça, par exemple. Par contre, tout ce qui est technologique, c'est-à-dire en termes de compétences, bien sûr, plus l'individu, le salarié, perçoit que l'outil lui apporte une compétence, un plus en termes de productivité, et plus il aura plus d'activité, il sera plus actif, plus continu, plus impliqué dans l'adoption de cette IA générative. Aussi, on a la notion de la gravité perçue. Donc, je ne suis pas en train de dire risque ou menace. Donc, c'est une notion assez globale qui intègre. Donc, évidemment, puisque c'est un concept qui a une tendance à avoir une connotation négative, effectivement, donc on a prouvé qu'il impacte négativement. Alors, maintenant, l'organisation. L'organisation, les facteurs, évidemment, ce n'est pas une surprise. Plus l'IA, elle va être institutionnalisée, donc elle va être déployée dans l'organisation d'une façon institutionnelle et non pas, voilà, venez, on vous fait une formation, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous parler de l'IA. Non, c'est pas ça. Une vraie stratégie. Exactement, vraie stratégie. Après, je vous donnerai un exemple, pas par rapport à l'IA, mais par rapport à quelque chose qui est très marquant et très significatif. Donc, il y a ça, évidemment. Il y a les ressources. Donc, les entreprises n'ont pas toutes les mêmes ressources. Donc, la question de ressources, plus il y a des ressources et plus il y a des outils plus performants. Plus le contrôle des top K, les top P, etc., les versions gratuites. Donc, il y a plus de moyens de contrôle sans pour autant dire, voilà, l'IA, elle va être géniale et on va se fier qu'à l'IA. Voilà. Donc, elle reste l'IA, elle n'est pas du tout intelligente. Donc, on l'a vu ce matin, voilà. Et ensuite, tout ce qui est environnemental, évidemment, l'influence sociale, si tu as quelqu'un à côté de toi qui maîtrise, si tu as quelqu'un à côté de toi qui va te dire écoute, aujourd'hui l'IA, regarde-moi comment je vais faire vite sur mes mails, sur l'écriture de mes mails, sur l'interprétation des résultats, etc., ce qu'on appelle l'influence par pair, donc l'influence sociale. Et par contre, ce qui est très intéressant, et ça, on peut évidemment le transposer de l'entreprise vers toute autre organisation, notamment en termes d'étudiants, etc. C'est-à-dire, il manque vraiment une connaissance en termes de lois, de règles, de normes qui sont mises en vigueur en termes de fraude et en termes d'utilisation illicite. C'est vrai que le résultat, il était significatif, mais il était presque non significatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si là, on avait un peu optimisé l'échantillon, il pouvait basculer de l'autre côté. C'est intéressant. Voilà. Je suis désolé, Sonia, je vous coupe un petit peu. Ça y est, j'ai fini. Non, mais ce que vous disiez sur les risques, je pense que c'est un point important, mais vous parliez quand même du côté l'importance de l'institutionnalisation, du fait que l'entreprise, et on l'a abordé lors de la table ronde finale de ce matin, le fait que les entreprises portent une stratégie, qu'elles l'assument et que ce ne soit pas un projet qui soit juste assumé par une personne un peu volontaire, mais qui n'a pas les moyens, qui n'a pas forcément l'aval de ses pairs. C'est important et c'est un facteur de dissémination de l'information. Et le cadre que vous rappelez, le cadre éthique, le cadre légal, c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui aux étudiants. Est-ce qu'il ne faudrait pas les former, comme on le fait aujourd'hui des salariés, afin de valider avec eux ce cadre éthique et surtout les usages autorisés de l'IA? C'est-à-dire que oui, tu peux éventuellement faire un ping-pong intellectuel avec ChatGPT le soir pour réviser ton cours, mais tu ne pompes pas une copie avec des scories made in ChatGPT. Est-ce que ça n'empêcherait pas certains abus? Est-ce que ça ne corrigerait pas non plus
cette mauvaise conscience qu'ont certains élèves à se dire qu'ils utilisent, à se dire qu'ils sont moins justement des tricheurs que des vrais étudiants. Mais je me demande justement si ça ne permettrait pas, in fine, de faire advenir sur le marché de l'emploi des employés qui sont déjà des utilisateurs aguerris de l'IA, mais aussi des utilisateurs responsables, qui est un point important. Ouais. Donc, pour ajouter de l'ambivalence à l'ambivalence, donc du coup, j'ai dit tout à l'heure que les étudiants qui se sentent coupables vont percevoir négativement les bénéfices fonctionnels et émotionnels liés à l'expérience de l'usage de l'IA. Mais ce qu'on a trouvé étonnamment, c'est que les étudiants qui culpabilisent de l'utilisation de l'IA vont avoir une perception plus positive de l'image d'eux-mêmes et surtout de l'image de l'institution. Donc, comment aussi on a pu expliquer ça? C'est en quelque sorte pour justifier cette dissonance cognitive, ils vont essayer de trouver des excuses. Donc, moi, j'utilise l'IA, c'est-à-dire, moi, je suis une personne innovatrice, j'appartiens à une communauté adepte des nouvelles technologies, j'appartiens à une institution qui va mettre en place, comme j'ai dit, des moyens pour encourager l'intégration de l'IA, faciliter son usage, et d'où du coup l'intérêt d'institutionnaliser, l'importance aussi pour toutes les écoles de commerce, dans la nôtre évidemment, donc de mettre en place des outils qui... Une dynamique. Oui, une dynamique, surtout pour montrer aux étudiants comment utiliser les outils à bon escient et d'une manière donc très responsable, et surtout que les étudiants, tous les étudiants sont fortement demandeurs de ça. Hein. Donc je pense que dans toutes les classes, il n'y a pas un prof qui n'a pas des demandes sur comment on utilise l'IA à bon escient pour justement aboutir à cette satisfaction à 100%. Et je sais aussi que dans notre école, il y a certaines initiatives un petit peu parcellaires, mais du coup, ça serait bien qu'il y ait une sorte d'harmonisation et que tous les étudiants en profitent. Parce que je sais que ce n'est pas à destination de tous nos étudiants, à destination de certains programmes, etc. Et tout à l'heure, j'ai retenu un mot qui m'a paru très intéressant, le terme acculturation. Hein. Donc, c'est important de former, mais le terme culture, acculturation, trouve tout son sens également avec les étudiants qui sont très, très demandeurs pour savoir dompter cet outil et tirer tous les bénéfices qui en découlent. Pour boucler cet échange avec toutes les deux, j'ai des questions qui portent sur un public assez spécifique, c'est celui des femmes. On l'a évoqué un tout petit peu, le fait que c'est encore les utilisatrices sont moins nombreuses que les utilisateurs de l'IA. Dans le cas, vous, c'était 36%, je crois, hein, de femmes dans l'échantillon de 300. Est-ce que, alors, juste avant, c'est vrai que Yousra, on n'en a pas parlé la première fois autour de... Mais est-ce que les étudiantes étaient moins nombreuses et peut-être moins satisfaites de leur interaction avec l'IA? Vous pointez le doigt sur quelque chose de très important que on va, je pense, tourner le logiciel pour. C'est vrai qu'on n'a pas fait, on n'a pas utilisé donc le genre comme élément modérateur, mais je pense qu'il faut creuser. Et d'après ce que je vois, hein, donc, mais c'est nullement quelque chose que je vais généraliser. Je trouve que donc les étudiants garçons ont plus tendance à utiliser l'IA que les filles. Mais c'est juste une observation, mais je pense qu'il faudra qu'on retourne le logiciel pour voir, parce que je pense qu'on peut tirer des résultats super intéressants aussi. Hein. Sonia, on a en encore termes quelques d'étudiants, minutes. moi, j'ai déjà un résultat préliminaire par rapport à cela, parce que pour l'instant, j'ai identifié les dimensions dans les résonances affectives qui intègrent la culpabilité et le sentiment de réassurance. Donc, on reviendra dans un autre rendez-vous, une autre table ronde. Mais les étudiantes, ils ont plus tendance à culpabiliser que les étudiants à la fin TS. Et elles se posent plus des questions donc, dans leur déclaration. Elles ont, parce que j'ai fait les deux, hein, le Kiali et Kanti. Dans leur déclaration, donc, il y a cette notion de culpabilité, il y a cette question d'éthique. Donc, elles ne veulent pas l'utilisation frauduleuse, illicite, clandestine de l'IA.
elles sont demandeuses, donc c'est pour ça qu'il y a la dimension de réassurance qui a été identifiée, certainement des étudiantes, qu'elles veulent vraiment un modèle académique d'enseignement qui est répandu, qui est effectif, qui est utilisé de A jusqu'à Z au niveau des cours pour limiter et pour voir annuler ces sentiments négatifs, on va dire. Donc, évidemment, cette réassurance implique beaucoup de choses. Il y a aussi les considérations en termes RSE. On parle de frugalité. Oui, les étudiantes ont plus de prise de conscience par rapport à la sobriété et frugalité de l'utilisation de l'IA, l'utilisation éthique. Et donc, effectivement, plus elles culpabilisent pourquoi? C'est pas parce qu'elles ont cherché la facilité. Tout le monde aime la facilité. Ou encore la productivité, l'optimisation de la productivité. Non, elles culpabilisent parce que tout simplement, elles se disent on est en train de frauder. Et donc, la fraude, c'est quoi? C'est contre-éthique. Donc, voilà, on a les deux dimensions du problème. Ensuite, au niveau des salariés, oui, nous, en l'occurrence, on l'a fait, ça a été prouvé aussi dans le modèle, que les perceptions technologiques sont plus favorables chez les hommes, moins que les femmes, et ça c'est prouvé aussi scientifiquement en termes d'outils, en termes de technologie en général. Les femmes, elles ont cette technophobie, qu'on le veuille ou pas, plus que les hommes. Elles aiment moins le risque, donc elles sont averses au risque, contrairement aux hommes qui ont tendance. Mais ça, c'est les génotypes humains, hein, on ne peut pas inverser les choses, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on forme et lorsqu'on institutionnalise, je vais y arriver, les choses, on ne peut pas arriver à un équilibre, parce que pour l'instant, ça reste de l'utilisation purement illicite. Donc, quand on parle de IA générative, c'est vraiment pour accélérer les processus. On n'est pas parti non plus questionner des entreprises qui ont créé, qui déploient des solutions. C'est juste l'utilisation normale dans le travail quotidien. Donc, génération de mails, etc. Très clair. Donc, on a déjà un sujet, Yousra, peut-être pour une prochaine étude sur la culpabilité et les freins auprès des étudiantes. Et vous avez donc un projet en cours auprès des étudiants. Oui, c'est un projet purement Omnes Éducation. Donc, c'est très interne. Made in Omnes. Made in Omnes. C'est nos étudiants et puis ce sont nos résultats et ça va être nos méthodes d'enseignement et ça va être ancré dans Omnes Éducation. Eh ben, on en reparlera avec plaisir. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes.